Bonsoir tout le monde et bonsoir ceux qui seront en replay. Bienvenue sur le club Luce Anima. Pour celles qui viennent et ceux qui viennent pour la première fois, je suis Karine Morel, je suis coach neurosportive numéro 1 mondiale et fondatrice donc du programme Luce Anima qui vous offre ce soir ce rendez-vous et qui vous offre un rendez-vous tous les mardis. Avant de commencer l'atelier de ce soir, je veux juste clarifier quelque chose d'important parce que j'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont confié qu'elles assistaient au club parce qu'elles avaient eu le lien par des amis, par d'autres personnes, mais sans savoir vraiment ce que c'était Luce Anima, et ça, c'est vraiment dommage. Donc, je vais vous expliquer simplement ce que c'est. Ce n'est pas un programme de formation comme les autres, ce n'est pas du développement personnel simplement, ce n'est pas une formation de plus. Luce Anima, c'est un espace de transformation profonde pour les femmes et les hommes qui réussissent tout, mais qui se perdent à l'intérieur. C'est souvent les femmes qui viennent nous voir, celles qui portent tout, qui gèrent tout, qui assurent pour tout le monde, mais qui, en silence, ont perdu leur axe interne. Luce Anima, ça répond à une seule question. Comment revenir à soi quand on est perdu dans la performance? Donc, il y a 3 niveaux. Il y a ce club sur lequel vous êtes ce soir. C'est un espace de respiration, d'exploration, de reconnexion. On a des formateurs et on a des intervenants qui viennent tous les mardis, donc à 20h30 sur ce même lien. Pour ceux qui sont en replay, vous pouvez vous inscrire pour être en direct sur le lien que vous trouverez en dessous de la vidéo. Pour ceux qui sont là, vous avez eu le lien, c'est toujours le même. Donc voilà, c'est gratuit, venez, faites-vous plaisir. C'est un accompagnement mensuel en 2e niveau, au niveau de Luce Anima exclusive, pour reconstruire les bases internes. Ensuite, on a un 3e niveau qui s'appelle Luce Anima Premium, que l'on lance actuellement, et c'est pour cela que je parlais de ça les semaines précédentes. Donc c'est un niveau qui est plus profond, qui est réservé aux femmes dirigeantes qui veulent se retrouver vraiment durablement, intérieurement. Parce que si vous êtes ici ce soir, c'est aussi grâce à ce programme de formation. Et on ouvre les portes donc du premium. Elles sont ouvertes depuis maintenant 15 jours, 3 semaines. Et elles fermeront le 18. Donc vous pouvez prendre rendez-vous si vous voulez. Vous avez le lien qui est dans le chat. Pour ceux qui sont en replay, je vous le mettrai en dessous de la vidéo. Pardon Fanny, je parle un petit peu, mais il fallait que j'éclaircisse ça parce qu'il y a des gens qui m'ont dit on ne sait pas ce que c'est. Tu nous parles de choses, on ne sait pas ce que c'est. Et donc voilà, j'allonge un petit peu la présentation. Je parle de notre lancement. C'est pour ceux qui ont besoin, qui sont fatigués, mais qui ne le montrent pas, qui gèrent tout, voilà. Donc, il reste encore 5 places sur la session qui démarre le 18 décembre. Les appels fermeront le 18 décembre à 17h et les cours démarrent à 20h30. Voilà, vous avez encore plein de créneaux, mais par contre, il ne reste que 5 places. Alors, ceci étant dit, maintenant que le cadre est posé, on va pouvoir parler de ce qui nous intéresse ce soir et nous allons rentrer dans un atelier très particulier, un atelier qui va parler de votre habitat, de votre intérieur, de ce que votre lieu dit de vous. Si je dis des bêtises, Fanny, tu me coupes. Ce soir, j'ai d'ailleurs le plaisir d'accueillir Fanny Delval, architecte d'intérieur, décoratrice et consultante en psychologie de l'habitat. Fanny est fondatrice du studio Delval Design. Elle explore un domaine rare, subtil et profond, le lien entre votre bien-être psychique et votre environnement de vie grâce à son expertise en ergothérapie, en conception d'espace, en lecture de lieux et en décoration consciente. Elle lit les habitats comme on lit une image personnelle. Elle voit les symboliques, elle comprend les énergies, elle décode ce que votre maison révèle de vous sans que vous n'ayez besoin de le dire. Son approche est holistique,
intuitive et profondément humaine. Ce soir, elle vous propose un atelier immersif, la lecture de lieux et l'intuition, nos boussoles de reconnexion à soi et notre bien-être. Tout un programme. Je vous invite à écouter avec attention ce qu'elle va pouvoir nous proposer. Cet atelier peut transformer votre regard sur l'endroit dans lequel vous vivez chaque jour. Fanny, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Bonsoir déjà à tous. Je suis ravie d'être là ce soir et d'avoir la chance de vous présenter cet atelier qui me tient vraiment à cœur. C'est une incroyable présentation que tu as faite, très, très juste. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai préparé une petite présentation, donc je vais vous partager mon écran et puis vous me direz si tout est OK pour vous, si vous m'entendez bien. Et voilà. Hop. Peut-être que je peux le mettre en grand. Ce sera peut-être plus facile. Voilà, on te voit, on t'entend, tout est OK. Parfait. Super. Allez, c'est parti. Donc, tu nous as fait l'introduction, donc je vais du coup passer là-dessus et là-dessus. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, pour ce soir, je vous ai préparé un atelier plutôt en 3 temps avec une partie plutôt théorique au début sur ce que c'est la psychologie de l'habitat, la décoration holistique, et puis avec quelques concepts bien sûr de psychologie tirés de Winnicott et Anzieux. On fera une petite partie ensuite d'initiation à la lecture de lieux et puis des pratiques guidées pour justement décoder ensemble tout ce qui va être symbolique au niveau de l'espace, des couleurs et des objets. Et puis une dernière partie où on viendra vraiment appliquer du coup cette approche vraiment intuitive et holistique de la maison pour voir comment on peut aménager un espace de travail qui soit vraiment soutenant, porteur de réussite, et puis pour créer son hôtel de bien-être. Puis on finira par un petit rituel de reconnexion à soi. C'est parti. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, Didier Anzieux et Winnicott, c'était des psychologues qui ont beaucoup travaillé sur la notion de corps et qui l'ont retransposé finalement au niveau de l'habitat, c'est-à-dire que les fonctions de la maison, finalement, sont un peu les mêmes que celles du corps. Donc, pour Didier Anzieux, c'est plutôt le concept de moi-peau. Il dit que la peau, c'est notre première frontière psychique. C'est un contenant aussi émotionnel, donc qui vient nous protéger du monde extérieur, qui contient tout ce qui va être émotion, pensée, etc. Et qui filtre aussi tout ce qui peut être échange avec l'extérieur et qui permet justement cette relation plutôt émotionnelle et sensorielle avec le monde extérieur. Ensuite, on a pour Winnicott cette idée d'objet transitionnel où en fait, il explique que pour l'enfant, le premier objet, il l'appelle l'objet transitionnel parce que c'est son doudou, celui qui va ramener en fait de la sécurité et de l'ancrage dans ses premiers moments de vie lorsque sa mère ou en tout cas sa figure parentale est absente. Et donc, il dit que le premier objet de l'enfant, c'est un élément qui est vraiment support qui est support affectif, qui peut aussi permettre de s'apaiser, de se rassurer, et qui progressivement amène l'enfant à développer son autonomie et sa créativité pour explorer le monde. Et il fait bien sûr le lien ensuite avec l'espace autour de lui, qu'il appelle espace transitionnel, dans le sens où cet espace, il constitue vraiment un intermédiaire. C'est le territoire du jeu, dans le sens où on va créer, jouer, explorer le monde, mais vraiment en sécurité, mais aussi le territoire du jeu, JE, pour développer son espace de confiance, prendre conscience de ce qu'il est capable de réaliser, de ses premiers mouvements, de finalement l'interaction qu'il est capable d'avoir avec son environnement.
Donc, avec ces premiers concepts, on comprend finalement que la peau, elle peut être vraiment utilisée comme un modèle pour l'habitat. C'est-à-dire que ben, l'habitat elle devient aussi une peau psychique, mais externe cette fois-ci, qui sera également ben, un contenant, que ce soit des émotions, des souvenirs, mais aussi de notre identité et d'autres évolutions, puisqu'on va y projeter finalement bah, tout ce qui fait qu'on est nous et tout ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. L'objet transitionnel, si on le transcrit au niveau de l'habitat, on peut le comprendre aussi comme un objet symbolique finalement, mais de l'adulte cette fois-ci. Ces objets qui sont ben, choisis finalement en conscience deviendront ensuite ben, des points d'ancrage, des repères vraiment internes, un peu comme des extensions de soi et qui sont aussi des supports d'identité. On va venir y mettre ben, toutes nos aspirations, tous nos désirs, et parfois aussi, ben, on peut s'y voir cristalliser ben, des blessures. Ensuite, par rapport à l'espace transitionnel, eh ben, si on retranscrit dans l'habitat, eh ben, on comprend que c'est vraiment une continuité, quelque chose qu'on continue de construire tout au long de sa vie. Dans ce sens où ben, finalement, notre maison va devenir un vrai miroir, mais vivant, de qui on est, qui va continuer à accueillir ben, nos émotions qui sont mouvantes, où on peut venir nourrir notre créativité, qui va pouvoir soutenir ou non nos transitions de vie, qui pourra aussi apporter un sentiment de paix, de sécurité, et on va pouvoir aussi y cultiver ben, voilà, toute notre, notre besoin d'harmonie et de transformation. Et donc, pour arriver à la définition un petit peu de la psychologie de l'habitat, c'est ce que je vous disais. Donc, en fait, on reprend cette image de peau qui contient, d'objets qui rassurent et d'habitat ben, qui accueille et qui enveloppe. Et cette maison ben, elle devient vraiment le lieu qui raconte notre histoire, nos blessures, nos rêves et nos élans. Et comme je vous le disais, ben, un espace aussi transitionnel, mais dans lequel finalement, eh ben, il y aura des tas de messages qui vont véhiculer des symboliques qui auront un sens particulier pour celui qui y vit, qui seront des symboliques d'ancrage, de mémoire, d'identité ou d'évolution. Et au niveau de la décoration holistique, donc je vais juste décaler, hop, ça part ici, sinon je vois plus. On, on peut reprendre tout ce qui va être couleurs, mobilier, objets, qu'on va ben, bien sûr charger affectivement et aussi symboliquement. Et comme je vous l'expliquais, lorsqu'ils sont choisis vraiment en conscience, ils deviennent un prolongement de soi. Souvent, on les voit apparaître dans nos rituels du quotidien. Ils occupent une place particulière dans notre maison et puis ils ont ce pouvoir un petit peu d'affirmer qui on est finalement et faire en sorte que cette maison devienne notre territoire de créativité, là où on y apporte du sens et là où on essaye de se sentir vraiment aligné avec soi-même. Alors, maintenant que les bases sont posées, on va essayer de faire une petite exploration ensemble, vraiment en douceur. L'idée, c'est de vous proposer un espace un peu d'introspection, pardon. Comme ça, vous allez pouvoir ben, percevoir un peu comment votre maison peut être un reflet à la fois de vos besoins, de vos émotions et de vos aspirations. On y va vraiment tranquillement pour accueillir ce qui vient, sans chercher à analyser, sans se mettre de pression. On va y aller avec 3 niveaux d'exploration, du plus doux au plus profond. Et pour commencer, donc je vous propose cette petite phrase d'intention. Je choisis d'ouvrir mes sens à mon habitat et d'accueillir ces messages comme des murmures bienveillants. Alors, les 2 exercices que je vous propose pour cette initiation à la lecture de lieux, ça va être d'abord un décryptage photo, donc on pourra réaliser en groupe de manière un peu interactive. Et puis
Une deuxième, plutôt une exploration consciente de votre maison, cette fois-ci seule avec vous-même, de manière plutôt introspective, mais qui sera guidée néanmoins, pour accueillir justement et écouter et décoder ensemble tous les messages qui sont manifestés dans votre maison. Donc comme je vous le disais, à travers l'espace et l'agencement, puis à travers les couleurs et les énergies, et enfin à travers les objets et la décoration. Alors, donc voici le premier, c'est donc le décryptage photo. Donc je vous en ai présenté 3. Et puis, je vous invite à ouvrir vos micros pour ceux qui sont là et essayer de répondre à cette question selon ce qui vous vient. Que vous évoquent ces 3 questions et qu'est-ce que, selon vous, elles pourraient venir dire des personnes qui y habitent? Si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez vous baser un peu sur les mots-clés que j'ai cités, donc au niveau de l'ambiance, au niveau de la lumière, ce que vous ressentez, au niveau de la circulation et du mobilier, des formes et des couleurs, et aussi des matières et des objets. Alors, moi, je prends ma parole. Oui. La première photo, en fait, je la décris, elle est lumineuse. Elle est peut-être étroite, mais on sent bien que l'énergie, elle passe. Voilà, je la sens comme ça. La deuxième photo, elle est entre guillemets stagnante. Voilà, je ne sais pas si je la sens plus stagnante. Pas beaucoup, mais plus stagnante. D'accord. Voilà, là, je pense que c'est plutôt des personnes autres que j'étais, hein. Ah non, vas-y, il n'y a pas de mauvaise réponse dans cet exercice. Ça viendra dire des choses différentes en fonction de notre vécu, donc c'est ça qui est intéressant aussi de voir. La deuxième, je la trouve un petit peu. Elle pourrait être cocooning, mais je pense que c'est par rapport à la lumière qui rentre, mais c'est surtout par rapport aux couleurs. C'est sombre, en fait. D'accord, toi, tu Et les moi, trouves. ça me fait penser, oui, et ça me fait, ça c'est mon ressenti, mais ça me fait penser à quelqu'un qui a un petit, en fait, ça fait pas tellement jeune, ça fait un petit peu personne plus âgée. Et ça, c'est mon ressenti, je sais pas. C'est joli, hein, mais c'est un peu stagnant. La dernière photo, je l'aime bien, elle est plus, elle me fait penser un petit peu à la première photo, voilà. Oui. Après, c'est mon ressenti, je sais pas. J'ai vu ce que je ressentais. Voilà. J'ai tort. Effectivement, la première et la dernière sont les plus lumineuses. C'est, selon moi, celle qui donne un peu plus envie de se poser, de prendre du temps pour soi. Celle du milieu, elle est plutôt, effectivement, elle est un peu plus dans l'ombre, mais en même temps, c'est un salon. Donc, on est vraiment dans l'entre-deux, finalement, au niveau des activités. C'est à la fois une pièce où on va venir partager en famille, entre amis, recevoir, et finalement, un endroit où, un moment de la journée, on peut venir aussi se reposer un petit peu, faire une petite sieste, un moment de lecture. Donc, toi, tu disais que c'était une pièce un peu sombre. Effectivement, on voit qu'il y a des jeux de lumière, un côté un petit peu tamisé. Alors moi, je pense que ce qui me donne cet effet-là, c'est surtout par rapport aux couleurs, à l'agencement des couleurs. Le tapis, voilà, ça fait un petit peu. C'est pas que c'est moche, hein, mais par rapport aux deux autres photos, c'est beaucoup. Ça fait penser à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé parce que les deux autres, ça fait plutôt plus jeune. Voilà. La première et la dernière, c'est plus jeune. En fait, je sais pas pourquoi je dis ça. C'est ce que je vois. Ouais, après, le tapis du salon, c'est un tapis persan, un peu ancien, donc ça peut donner effectivement cette impression-là. Voilà. Après, le tableau, c'est plutôt un tableau abstrait, donc franchement, l'abstrait, ça traverse les époques. C'est sûr que voilà, certains peuvent le considérer comme quelque chose d'assez ancien, parce que finalement, on ne sait pas justement le situer, donc on préfère dire que c'est ancien. Et puis, d'autres diront plutôt qu'il a un caractère moderne.
et du coup qu'ils le placeront plutôt dans quelque chose de plus contemporain. Mais voilà. Est-ce que quelqu'un avait envie de partager autre chose ou je vous partage ma lecture personnelle? Non? Allez, je vous dis. Alors, c'est peut-être un cri un peu petit pour vous, mais alors, la première photo, ce que moi j'ai relevé, c'est effectivement la lumière en premier. C'est vraiment un plus dans cet espace. C'est une salle de bain qui, symboliquement, c'est la pièce où on va venir entretenir notre image de soi et puis où on vient prendre soin de soi. Elle est un petit peu en couloir comme ça, mais on a quand même cette sensation d'espace parce que les murs sont clairs, parce que les rangements sont ouverts, parce que l'ambiance, elle est quand même assez épurée. Et puis, on remarque quand même, si on se focalise un petit peu plus sur les détails, que on a des espaces à partager ou alors pour se détendre seul. Chacun a son espace, donc symboliquement, chacun a aussi sa place, chacun est pris en compte dans cette maison-là. On peut très bien imaginer un couple qui partagerait la salle de bain, par exemple, le matin ou le soir. Chacun a ses petites affaires. Donc, on retrouve une certaine parité entre les objets. On a quasiment tous les éléments en double. Et puis, au niveau des couleurs, on a quelque chose d'assez doux quand même, d'enveloppant aussi. On est sur des couleurs qui donnent envie de se chouchouter. Et puis, on a aussi cette marche qui mène à la baignoire, qui est assez symbolique finalement, où là, on dépose sa journée et puis hop, on prend le temps d'aller se relaxer et puis vraiment lâcher prise. Et puis, j'observe aussi ce petit parallèle en fait entre le miroir et puis la fenêtre qui se répondent vraiment, les uns étant en face de l'autre. On a vraiment cette idée de relation finalement à soi, mais aussi la connexion à l'extérieur avec cette fenêtre. Puis l'énergie qui circule quand même assez librement, on n'a pas de sensation d'encombrement en tout cas. Mais ça aurait pu être agrémenté par des plantes ou en tout cas un élément vert pour venir rendre l'espace encore plus accueillant et apporter un peu plus de douceur au niveau des couleurs là qui sont assez chaudes finalement. Pour le deuxième exemple, dans le salon, moi j'ai relevé quand même encore la couleur et puis la lumière. Finalement, on est dans quelque chose d'assez complémentaire. On a cette vue sur l'extérieur qui rappelle l'ouverture au monde. Les rideaux sont vraiment tirés, donc on a envie en fait d'être en lien avec la nature, avec ce qui se passe au dehors. On a ce côté vert qui se rappelle entre la plante et puis le canapé, quelque chose qui est vraiment symbolique dans l'ancrage, la volonté de connexion, de partage. On a ces formes qui sont assez enveloppantes finalement. On est plutôt dans des formes arrondies qui donnent envie de se poser, de s'allonger, de profiter ensemble. Et un équilibre aussi entre ce qu'on va dire plutôt être l'énergie yin et yang, entre les couleurs chaudes et froides, et puis les formes plutôt anguleuses ou arrondies. Et puis, ce grand tapis qui, finalement, vient vraiment délimiter l'espace pour matérialiser le lieu dans la pièce où on vient se réfugier, où on vient partager. Et puis, enfin, au niveau du tableau, il faut savoir qu'en psychologie de l'habitat, tout ce qui s'accroche, en fait, sur les murs, tout ce qui est exposé sur les murs, que ce soit de l'abstrait ou du figuratif, finalement, va vraiment venir parler de la manière dont la personne se perçoit et en même temps la place qu'on s'accorde. Et là, ce tableau, avec toute cette multiplicité de couleurs, finalement, moi, ce que ça me rappelle, c'est vraiment un peu
la complémentarité des personnalités, des personnes qui vivraient dans ce lieu. Chacune coexiste avec les autres et puis on est tous un peu entremêlés comme ça, mais on les perçoit quand même distinctement. Et enfin, pour la dernière photo, pour la chambre, je relève plutôt, moi, l'atmosphère qui est assez douce, assez apaisante. On a une symétrie dans les objets, tout semble être quand même par paire, que ce soit dans les chevets, dans les luminaires, dans les coussins. Chacun a son espace équilibré de chaque côté du lit. Et donc, avec ces tissages et ces plantes, on vient aussi rappeler le besoin de lien, en fait. On peut très bien imaginer dans cette pièce un couple très en relation avec la nature, ce côté un peu terreux, en fait, qui rappelle une balade en forêt où on a ce sentiment d'être entouré finalement par la nature, par du vert. Là, c'est vraiment la couleur qui se reflète sur les murs. Puis dans le mobilier, quelque chose qui ramène à l'ancrage, en fait, à ses racines, le besoin d'être soi et en même temps en connexion avec l'autre. Et puis enfin, le petit détail, c'est quand même le miroir pour moi pas qui pose problème finalement, mais qui est placé au-dessus de la tête de lit. Et si on pense un petit peu au niveau feng shui, c'est pas très recommandé d'avoir un objet, quel qu'il soit, hein, au-dessus du lit. C'est quelque chose qui, dans l'inconscient, va venir peser finalement sur notre sommeil, sur sa capacité à être réparateur ou non. Et là, on a entre guillemets de la chance. C'est un miroir qui est arrondi, donc en soi, il n'est pas comment dire, perturbateur, mais ça n'empêche qu'il est très légèrement accroché finalement et à tout moment, il risque de tomber. Donc, ça peut créer un sentiment d'alerte, en fait, au moment de se coucher, où on a l'impression par moment que, voilà, il y a quelque chose qui peut nous tomber dessus et donc avoir un sommeil beaucoup plus léger et peut-être un peu perturbé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Il me manque une page, mais c'est pas grave. Alors, pour cette deuxième partie, donc, si vous avez à proximité une feuille et un crayon, c'est le moment de les sortir. On va faire des petits exercices plutôt en individuel. Et puis, dans la dernière partie, on essaiera de choisir un objet, mais ça peut être très bien un mobilier qui est à proximité de vous. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher quelque chose. Alors, le premier consiste à se relier un petit peu à l'espace et à l'agencement. Et donc, on va se mettre dans une disposition vraiment d'accueil et d'observation de ce qui peut se passer chez soi. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de fermer les yeux et d'essayer de vous projeter mentalement dans une pièce de votre choix. Essayez de la voir dans toute sa globalité, mais aussi dans les petits détails, ceux qui vous font dire que vous sentez ou pas chez vous. Essayez de percevoir comment vous vous sentez dans cette pièce. Je vous laisse accueillir les émotions et les sensations qui peuvent émerger. Est-ce que c'est un sentiment d'apaisement, de soulagement?
Est-ce qu'il y a des tensions qui sont sensibles? Peut-être de la frustration? Essayez de vous concentrer à présent sur la circulation entre les meubles. Est-ce qu'elle vous semble libre ou encombrée? Est-ce que les passages sont plutôt larges ou étroits? Ou alors, est-ce que c'est équilibré? Est-ce que ça vous semble suffisant? Et est-ce que ça pourrait révéler chez vous des tensions ou matérialiser une relation que vous entretenez avec quelqu'un en particulier ou avec vous-même? Portez maintenant votre attention sur l'agencement du mobilier pour repérer les espaces qui sont investis et ressourçants. Est-ce qu'ils sont à la lumière, près d'une fenêtre, plutôt dans un coin ou au centre de la pièce? Et dans les espaces qui sont délaissés et sombres, pensez aux activités que vous réalisez. Ce qui viendrait dire de vos besoins. Est-ce que c'est un besoin de repli, de calme, un besoin de maîtrise, de lien? Enfin, repérez les fenêtres et les portes, ainsi que leur taille. Sur quelle vue et pièce donnent ces portes et ces fenêtres? Qu'est-ce que vous percevez au dehors? Et avec quelle pièce est en lien celle où vous vous trouvez? Essayez de vous focaliser sur les détails et de voir si ces ouvertures sont accessibles, propres ou alors cachées, fragiles, abîmées. Et demandez-vous ce qu'elles peuvent venir révéler de votre lien avec les autres et de votre ouverture sur le monde. Si c'est OK pour vous, je vous invite à revenir ici et à me partager un petit peu, votre ressenti et vos prises de conscience éventuellement par rapport aux questions, à votre perception de l'espace. C'est pas toujours un exercice évident. Hem, a priori, c'est pas si simple à réaliser. On a toujours des zones d'ombre, des choses qu'on ne veut pas voir ou qu'on n'est pas prêt non plus à voir. Des fois, ça prend du temps.
n'a pas forcément envie de les partager non plus, avec les autres, je le comprends. C'est assez intime. Mais, mais cet exercice, il est justement là pour, finalement, pour se rendre compte que ce qui se passe, dans sa maison, c'est justement aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi. Que tout ce qui peut être encombré dans l'espace peut l'être autant dans les pensées, dans son quotidien, dans sa relation aux autres. Que la circulation, entre les meubles, entre les pièces, vient beaucoup parler aussi des relations qu'on peut entretenir avec les autres. Ce qui va être, ouverture, donc les portes et les fenêtres, reflète aussi ce besoin de connexion ou alors plutôt de repli qu'on pourrait avoir, quand on rentre chez soi. Donc, si on devait résumer un petit peu cet exercice, on se rend compte que finalement l'espace agit vraiment comme un miroir du corps, qu'elle vient refléter, le fonctionnement qu'on a, mais aussi notre mode de relation. Et que c'est justement la circulation, l'agencement et l'espace qui viennent révéler les zones d'ombre, de tension, mais aussi de ressourcement. C'est bien de faire le lien entre les endroits qu'on délaisse finalement ou qu'on laisse un peu dans l'ombre et ceux qu'on investit et de se rendre compte un peu pourquoi. Pour le deuxième exercice, on va plutôt se focaliser sur les couleurs et les énergies. L'objectif ici, ça va être vraiment d'essayer de ressentir et se connecter, à une couleur en particulier. Sans prendre forcément d'objets, lointains, hein. Vous pouvez juste, penser à une pièce de votre maison ou la visualiser mentalement et puis, prendre le temps de vous imprégner, de ses couleurs et de son ambiance et noter sur une feuille, par exemple, la couleur qui attire votre regard, celle qui est dominante, par exemple. Ou alors celle qui vous appelle, finalement. Vous pouvez aussi noter, quelle est votre affinité avec cette couleur? Est-ce que c'est une couleur que vous appréciez? Couleur que vous ne supportez plus d'avoir autour de vous? Essayez de noter en mots-clés, les sensations ou les émotions que vous procure cette couleur. Ça peut être une sensation de calme, de mouvement, de dynamisme. Laissez venir ce qui vient. Puis notez aussi un paysage ou un lieu qu'elle peut vous évoquer. Soit directement par la couleur, soit en lien avec la sensation qu'elle vous procure. Vous pouvez aussi la raccrocher à un souvenir. Un souvenir où cette couleur était très présente, ou que vous avez vécu quelque chose de fort.
Et étrangement, finalement, cette couleur, quand vous pensez à ce souvenir, vous la revoyez. De la même manière, vous pouvez aussi noter un objet de votre maison qui pourrait s'y rapporter. Et puis l'idée, c'est de voir aussi l'énergie qui en émane. Est-ce que ça vous inspire plutôt du calme, de l'apaisement ou plutôt un besoin de mouvement ou d'équilibre? Vous pouvez aussi noter sur une échelle de 0 à 10 à combien vous estimez la cohérence entre cette couleur et la fonction de la pièce. Est-ce que si, par exemple, vous voyez, vous avez choisi du rouge et que vous êtes dans une pièce plutôt en lien avec le sommeil, est-ce que vous trouvez que c'est une couleur qui va bien avec? Ou alors c'est un peu déconnecté? Vous pouvez aussi estimer la fidélité avec votre personnalité et votre créativité. Est-ce que cette couleur exprime chez vous quelque chose qui vous ressemble finalement? Est-ce que c'est par exemple une couleur que vous aimez porter ou votre couleur favorite? Vous pouvez aussi estimer son adéquation avec vos aspirations ou vos émotions. En quoi elle vient nourrir finalement votre émotion du moment et vos projets à venir. Si c'est OK pour vous, je vous partage une cartographie énergétique que j'ai faite à partir d'une photo. Mais juste avant, si vous avez envie de partager, par exemple, vos observations, vos remarques ou les scores que vous avez notés pour la cohérence, la fidélité et l'adéquation. Je vous écoute, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas allumé ton micro. Oui, je disais, je prends encore la parole et c'est vrai que quand vous parliez tout à l'heure là, donc j'ai pas tout noté, mais la pièce les pièces sont assez, ça va, hein, il n'y a pas beaucoup de choses dedans, voilà. Mais l'encombrement, j'ai noté l'encombrement, mais quand même je me sens bien chez moi. Voilà, Ouais. je me sens très bien chez moi. Les fenêtres sont bien dégagées. J'ai Mmh. la vue sur l'extérieur, donc pour ça, ça va. Ouais. Mais j'ai besoin d'épurer justement, j'ai besoin de d'épurer un petit peu les pièces. Et puis la couleur du meuble, ça n'agit pas spécialement sur moi, mais j'aurais aimé une autre couleur. J'ai noté une couleur d'apaisement comme le beige, le blanc. C'est pourquoi peut-être que quand j'ai regardé la photo tout à l'heure là du milieu, je la Mmh. trouvais parce que j'ai besoin de lumière.
Donc, la première me plaisait bien et la dernière, parce que j'ai besoin, même chez moi, trop de noir. Voilà. Pourtant, j'aime cette couleur-là, elle est chic, mais pour la maison, j'ai plus besoin de côté cocooning. Voilà. Oui. Quelque chose de chaleureux, d'apaisant. Voilà. C'est ce que j'ai. Ouais, c'est intéressant parce que justement, tu fais le lien avec ce que tu as perçu tout à l'heure à partir des photos. Ce qui t'a appelé en premier, c'était la lumière, justement, et ce côté un peu épuré, et puis tu as fait le lien avec ce que tu avais en ce moment chez toi. Oui. Du fait que voilà, tu es quand même assez entouré finalement de meubles ou d'objets, mais que tu es progressivement en train de trier, de libérer un petit peu. Alors, j'ai pas spécialement, je me permets encore de prendre la parole, j'ai pas spécialement beaucoup de meubles. J'ai du rangement à faire, ça c'est pas un problème, mais c'est très libre parce que j'aime pas trop l'encombrement en général. C'est une table, une chaise. J'aime pas trop les choses quand c'est farfouille. Donc il peut y avoir du rangement, c'est pas grave, on va ranger, après ça devient normal. Mais la chambre, j'ai pas de moyens de rangement. Donc ce qui fait que l'entrée est un petit peu étroit, excusez-moi. Donc c'est pas vraiment étroit, mais j'ai besoin de liberté de voilà. Ça j'ai noté ça et puis mais sinon, dans le fond, je me sens bien chez moi, voilà. Oui. Il y a des ajustements à faire par rapport à la couleur, par rapport à l'apaisement, par rapport voilà, des petites choses, des rectifications, mais sinon, ça va. Justement, ça peut être intéressant du coup au niveau de la chambre, d'aller regarder si au niveau du sommeil ou l'envie justement d'aller se reposer. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile d'aller, de se dire, ben allez, je vais prendre un temps pour aller me régénérer, ou justement on est un peu dans cette dynamique de je suis tout le temps en train de bouger, de faire des choses, j'ai du mal à me poser, ou en tout cas ça va pas de soi. Alors, c'est un peu des fois, quand le passage est un petit peu encombré comme ça, pour se rendre dans une pièce en particulier, souvent, c'est qu'on est, sans projeter ni analyser, c'est qu'on peut avoir une difficulté à aller vers cette fonction particulière. Je comprends. Mais en fait, quand je parle d'encombrement, j'exagère un peu. C'est parce qu'en fait, je ne veux rien. Voilà, je ne veux pas de poser. C'est rien. Donc, il y a bien, c'est rangé. J'ai mis mes livres, c'est des trucs de livres. J'avais beaucoup de livres. Donc, j'en ai jeté, enfin, je m'en suis débarrassée énormément parce que j'aime beaucoup la formation, apprendre. Donc, j'en avais énormément. Mais c'est vrai que je me pose bien. Voilà. Alors, si je ne me pose pas, c'est parce que je suis acharnée par rapport à ce que je fais. Mais sinon, ça va. Je me pose bien et je m'arrange pour qu'il n'y ait rien au-dessous du lit, tout clean. Voilà, j'aime ça. J'aime pas quand c'est trop. Pour moi, c'est déjà trop encombré. Pour moi, il faudrait un lit, tac, tac et rien d'autre. Voilà, que tout soit carré. Et comme c'est pas comme ça, donc je vais toujours trouver un petit truc à dire. Voilà, c'est ça. C'est tout. Mais Ouais, sinon, c'est ça. ça va. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est vrai qu'on aime bien être entouré de choses qui sont importantes, mais finalement, dans la sensation d'espace qu'on peut avoir, même quand on a peu de mobilier, souvent, c'est les proportions aussi qui viennent parler, ou alors leur hauteur. Être, par exemple, dans une pièce où on est entouré d'armoires, finalement, ça a un peu tendance à nous écraser, à tasser un petit peu l'énergie, et puis on ne se sent pas forcément à l'aise. Alors que dans une pièce où on aura plutôt des meubles en enfilade, bas, ou en tout cas plus bas que le regard, ça va tout de suite avoir tendance à nous apaiser, à nous ramener plutôt au sol, avoir envie de se poser, justement. Si quelqu'un d'autre a envie de réagir, sinon je poursuis. J'aimerais qu'ils réagissent parce que là, personne ne parle. Moi, je te l'ai mis dans le chat. Depuis tout à l'heure, j'écris, en fait. Comme du coup, je partage mon écran, je le vois pas. Alors, les briques, pas d'affinité, sur mes tiges. Non, c'est pas mal de remarquer, de prendre déjà conscience de ce qui peut être
lourd, que ce soit au niveau de la couleur ou du mobilier déjà chez soi, quelque chose qui finalement on sent intérieurement qui n'a plus sa place ou qui n'est plus aligné avec ce qu'on a envie de vivre chez soi tout simplement. Donc, et puis en plus de ça, si tu veux, on est dans une maison où on est arrivé et où les meubles sont déjà là. Donc, ah oui, du mobilier, c'est encore différent. C'est compliqué de modifier quoi que ce soit et en fait, ça correspond pas. Tu vois. C'est la grande difficulté des logements meublés. Parce que finalement, ils portent autant l'énergie des anciens habitants que de la maison. Et finalement, on ne peut pas vraiment se sentir réellement chez soi tant qu'on n'a pas décidé de mettre ce qui nous appartenait, de s'approprier réellement les lieux. Finalement, il y a toujours une part de quelqu'un d'autre chez nous. Ouais. Et c'est ce qui peut aussi empêcher justement de se sentir bien chez soi. Mais ça peut, quand c'est pas dans le mobilier, ça peut être des éléments qu'on va venir accrocher au mur ou dans tout ce qui va être accessoire finalement, comment on va pouvoir venir personnaliser cet espace et le rendre un peu plus à soi finalement. Pour le petit exemple, moi je l'ai fait à partir d'une photo pour vous montrer un peu parce qu'elle me parle énormément celle-ci. Donc c'est une photo d'une console avec un grand tableau coloré au-dessus, et puis avec un mur vert en fond, une plante, et puis un fauteuil assez enveloppant. Et en fait, la couleur que j'ai choisie, c'est le vert. C'est celle qui est présente aussi principalement chez moi et surtout au niveau du séjour. Et moi qui viens de La Réunion, le vert est vraiment omniprésent, quoi. C'est tout ce qui me rappelle les montagnes, les balades en forêt, les randonnées. C'est vraiment des bons souvenirs que j'ai, des moments que, je me suis sentie vraiment bien finalement, où j'ai pu m'émerveiller de ce qui pouvait se passer autour de moi et qui vraiment me connecter à cette force de la nature pour me sentir un peu plus calme, un peu plus sereine finalement au quotidien. Et c'est quelque chose que j'aime rapporter chez moi, que ce soit en peinture sur les murs ou alors avec des plantes. L'idée, c'est de venir favoriser tout ce qui va être connexion à la nature, présence à soi, et aussi au niveau de la symbolique, tout ce qui va être de l'ordre de la croissance. Moi, j'ai 2 enfants et un mari. Et la première chose que j'ai faite quand on a emménagé, c'était changer le papier peint. J'avais un énorme pont de Brooklyn en noir et blanc avec 2 bandes rouges de chaque côté. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ça chez moi, je peux pas. Dans la pièce à vivre, c'est pas possible. Et donc, on a mis plein de plantes, on a repeint le mur en vert. Et j'ai eu l'impression vraiment symboliquement de me dire, là, je suis en train de créer mon foyer, en fait. Je replante sans mettre en terre, mais je viens apporter des plantes et des éléments verts qui me donnent ce sentiment de créer quelque chose pour pouvoir le faire grandir ensuite. Et c'est finalement une couleur qui vient nous apporter beaucoup de joie et de positivité au quotidien et qui me pousse vraiment à pratiquer cette gratitude finalement pour les choses les plus simples de la vie. C'est justement la vie, c'est tout ce qui peut se déployer autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous finalement. Ouais. Et puis accessoirement, c'est ma couleur préférée, donc au niveau de l'affinité, on est au plus. Au niveau de la cohérence avec la pièce, on est bien parce que c'est une pièce qui est beaucoup baignée de lumière, donc on a tendance à être très vite énergétisé et en fait, le vert, ça vient vraiment calmer et ça fait énormément de bien. Et puis au niveau de l'adéquation avec tout ce qui est aspiration et émotion,
Vous l'aurez peut-être remarqué, je suis quelqu'un qui est beaucoup attaché au bien-être et puis à l'harmonie de manière générale dans les relations. Et donc, avoir ce verre dans la pièce de vie, c'est justement la pièce où je suis en relation avec les autres, où je viens recevoir du monde. Et donc, ça fait vraiment le lien, finalement. Donc, si on devait résumer un petit peu, les couleurs, c'est vraiment le reflet de nos émotions. C'est celles qui viennent résonner avec nous-mêmes et puis influencer vraiment directement notre humeur et notre énergie du moment. Elles sont capables à la fois de nous apaiser, de nous mettre en action, de nous équilibrer. Et donc, on peut se sentir soit en décalage, soit aligné avec ce qu'on fait comme activité dans cette pièce, mais aussi avec nos besoins et par rapport à nos aspirations. Et donc, le petit message, c'est vraiment que les couleurs activent une transformation intérieure en régulant les émotions et les énergies. On peut avoir cette petite phrase d'intention que j'ai notée aussi. Colorer sa maison en conscience pour inviter le bien-être dans sa vie. Je trouve que c'est une belle phrase à laquelle je pense souvent en méditation. Oui. Je t'entends pas très bien, excuse-moi, ça coupe. Qui, moi? Oui. Il faut que je ferme le micro, désolée. Ah, il n'y a pas de souci. Alors, je vous propose le dernier exercice. Je décale ça par ici. Donc cette fois-ci, ça va être plutôt en lien avec les objets et la décoration de manière générale. Donc on va venir vraiment écouter cette fois-ci et essayer de décoder un peu les messages cachés et les symboliques qui peuvent renfermer. On peut le faire, oui, mentalement, sans papier, crayon. Mais après, si vous avez envie de prendre des notes, n'hésitez pas. Alors, je vous propose de choisir un objet, une décoration ou un meuble de votre maison sans trop y réfléchir, finalement. Essayez juste d'en choisir un comme ça, presque au hasard, même s'il n'y a pas vraiment de hasard, et de l'observer vraiment attentivement. De le focaliser sur sa forme, sa texture, sa taille. Essayez de vous imprégner de sa couleur, de son poids, de sa résistance. Vous pouvez essayer d'accueillir aussi les émotions et les sensations, mais aussi l'énergie qu'il vous procure. Vous demandez ce que vous ressentez en sa présence. Est-ce que c'est un objet dont vous êtes fier ou qui vous apporte un petit peu de bonheur dans votre quotidien? Est-ce que c'est un objet qui est lié à l'amour, à la paix, qui vous donne un sentiment de nostalgie, ou qui peut vous rendre anxieux ou générer un peu une sensation de gêne? Et voyez si ce serait différent en son absence. Si demain cet objet ne faisait plus partie de votre maison. Qu'est-ce que ça viendrait amener ou retirer ou libérer chez vous? De la même manière qu'avec les couleurs, vous pouvez aussi penser à l'affinité que vous avez avec cet objet. Est-ce que c'est quelque chose que vous manipulez régulièrement ou que vous laissez dans un coin? Est-ce que vous préférez ne pas le regarder ou alors votre regard se pose toujours dessus sans trop savoir pourquoi? Essayez de localiser la pièce
ou la place qu'il occupe chez vous. Est-ce qu'il trône fièrement dans une pièce bien en évidence pour que tout le monde le voie et c'est OK? Ou au contraire, est-ce qu'il est un petit peu caché ou mis de côté? Quelle importance vous lui donnez? Vous pouvez aussi penser à un souvenir ou à une époque qui vous évoque. Le moment où vous l'avez acheté, par exemple. Ou la personne qui vous l'a offert, si c'était un cadeau. Et puis je vous invite à vous laisser guider vraiment par votre intuition pour essayer de percevoir finalement le message qu'il voudrait vous transmettre. Qu'est-ce que cet objet vient raconter de vous aujourd'hui? Quelle symbolique il pourrait refermer? Et est-ce que cet objet vous nourrit? Est-ce qu'il vous libère de quelque chose? Est-ce qu'il vous freine dans vos décisions, dans vos projets? Est-ce qu'il vous enferme éventuellement dans une époque ou une relation? Cet exercice, il est vraiment fait pour, essayer de nouer justement une relation un peu plus consciente avec sa maison, mais sans se mettre de pression. Juste essayer de porter un regard différent et de regarder ce qui nous entoure et la place ce qu'ils ont en fait, la place qu'ils occupent chez nous. Souvent, on dit long sur la manière dont on peut cristalliser certaines blessures, certains héritages, que ce soit, émotionnels, transgénérationnels. Souvent, ça se joue au niveau des objets. Si vous avez envie de partager, votre ressenti ou vos remarques, si vous avez une question, n'hésitez pas, je vais quand même regarder un peu dans le chat éventuellement s'il y a des choses avant. Alors, ben, je poursuis. Ah, il y a Karen qui nous dit: «Je me rends compte effectivement que je ne suis pas chez moi, il va falloir adapter». Effectivement, mais ça se fait progressivement. Le premier pas, c'est justement d'écouter, de repérer et puis essayer de sentir ce qui pourrait être un peu plus aligné avec soi, aujourd'hui et venir apporter des petits gestes conscients pour que la transformation se fasse vraiment progressivement et pour pas trop perturber le quotidien finalement. Donc si on devait résumer, heu, l'objet c'est vraiment un gardien, mais aussi un conteur et un messager.
Parce qu'un objet, c'est celui qui dit énormément de choses de vous. Et c'est votre intuition qui va venir vous ouvrir au sens des messages qu'il peut renfermer. C'est un objet qui renvoie à nos liens affectifs, qui peuvent les matérialiser, et également nos rêves et nos blessures. Je fais juste un petit aparté par rapport à cette phrase. Il y a un moment où je faisais un petit peu la décoration, on va dire, comme tout le monde, où je me laissais un peu aller aux tendances. Et j'avais acheté une petite statuette avec un énorme trou au niveau du ventre et puis un espèce de triangle qui pointait vers le ventre en question. C'était une époque où j'avais énormément de douleurs au niveau du pelvis. Et j'ai eu énormément de rendez-vous médicaux pour voir s'il n'y avait pas de maladie particulière. On soupçonnait même de l'endométriose. Et en fait, je me suis rendu compte que cet objet était dans ma chambre, face à mon lit, tous les jours. Et le jour où je m'en suis débarrassée et que j'ai pris conscience que cet objet venait peut-être réveiller une vieille blessure, eh ben, les douleurs ont disparu. Et franchement, je m'en porte beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire que des fois, si on se sent vraiment désaligné avec un objet, c'est que c'est le moment de s'en séparer. Mais c'est bien de faire le lien, en fait, avant, avec ce qui se passe. Je vois aussi Karine dans le chat qui dit « Je sens aussi que je ne suis pas chez moi, j'ai juste envie de tout virer et de redécorer à nouveau. » Bien écoute, bravo, c'est une première prise de conscience et qui est très importante parce qu'on passe quand même 90% de notre temps dans des espaces clos et la maison, c'est l'un des lieux principaux. Donc, c'est vraiment le lieu, finalement, intime sur lequel on peut agir, mais vraiment agir de manière consciente pour que ce soit vraiment un endroit qui nous soutienne au quotidien et où on se sente chez soi. Je vous donnerai les clés justement après pour pouvoir faire tout ça. Karine aussi qui dit « Je dois attendre d'abord de remplir mon porte-monnaie, mais je pense qu'en Noël, je vais commencer à vendre mes meubles. » Ça peut être une idée aussi, effectivement, avant de vouloir ramener finalement des éléments en conscience chez soi. Ça peut être très bien de libérer d'abord et faire de la place pour d'autres éléments qui vont être beaucoup plus porteurs. Donc, remplacer un meuble. Et comme la date de Karine approche, tu vas pouvoir le mettre en place. Bon, pour ceux qui ne suivent pas Luce Anima, vous ne pouvez pas comprendre, mais Karine, tu as compris. Et ça fera un beau cadeau pour Noël. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça aussi? Oui, c'est ça, c'est que le message derrière, en fait, ce petit exercice, c'est que les objets portent une part de notre identité et qui sont vraiment des gardiens, en fait, de notre mémoire, mais aussi de notre histoire. Et que des fois, on se met à trimballer des objets et d'un logement à un autre sans jamais s'en séparer. Et il est là, on n'est pas forcément à l'aise avec, on ne sait même plus à quoi il sert, d'où il vient, qui nous l'a donné, est-ce qu'on l'a acheté. Et finalement, juste se poser et puis essayer de se reconnecter à cet objet, un peu avec cette méthode. Ça permet justement de faire un peu la part des choses et de se rendre compte si finalement il a encore sa place ou pas chez nous. Et donc pour vous faire un petit résumé de cette petite initiation, là c'était l'idée vraiment de venir explorer la lecture de lieux, mais aussi l'intuition, comme des boussoles intérieures finalement, pour venir accueillir, écouter, mais aussi décrypter
ce que la maison peut dire de soi. Et que ces outils sont là vraiment pour nous rappeler que dans une maison, finalement, rien n'est neutre, ni dénué de sens. Parce que l'espace, autant que les couleurs et les objets, constituent vraiment une part de notre histoire. Et que la maison agit vraiment comme un miroir de nous-mêmes, un reflet de nos émotions, et qu'elle nous parle sans mentir. Elle a tendance à nous murmurer à l'oreille, mais ces messages sont toujours bienveillants. Et le premier, c'est vraiment que écouter sa maison, c'est aussi s'écouter soi, finalement. Donc ce que je vous propose, c'est de passer à la partie suivante, en essayant de comprendre comment faire de sa maison une alliée vraiment de transformation, mais aussi un guide pour se reconnecter à soi et à son bien-être. Alors, cette fois-ci, on va essayer de venir vraiment exploiter l'approche de lecture de lieu, mais en décoration consciente, pour avoir vraiment une approche holistique. La décoration consciente, c'est vraiment cette intention de nourrir un bien-être global, mais aussi durable dans le temps, et de pouvoir l'entretenir avec une connexion vraiment profonde et harmonieuse, mais aussi alignée avec soi-même et avec notre maison. Donc pour cette partie, je vais vous partager des conseils qui sont inspirés du Feng Shui. Dans un premier temps, pour aménager votre bureau, pour qu'il soit vraiment propice à la réussite et à la stabilité professionnelle. Et dans un deuxième temps, pour créer un hôtel de bien-être, pour venir favoriser l'ancrage, la sécurité et la confiance en soi. Puis ensuite, on terminera par un petit atelier rituel. Et puis, et vous pourrez me poser vos questions également. Oups. Alors, on commence avec le bureau. Donc, si vous connaissez un petit peu le Feng Shui, c'est une pratique orientale qui est vraiment ancestrale, qui fait le lien, en fait, entre les hommes, leur environnement, les énergies qui peuvent circuler en toutes choses. Et dans le Feng Shui, il y a 9 zones, qu'on appelle aussi des aspirations, ou des domaines de vie, qu'on peut identifier comme étant la carrière, la connaissance, la santé, l'abondance, le rayonnement ou la réputation, mais aussi l'amour, les projets, les aides extérieures. Et à ces domaines de vie, on en a fait une cartographie finalement pour l'appliquer sur un plan de maison et puis venir trouver les orientations qui sont favorables ou dites défavorables pour les habitants qui y vivent. Et donc, ces différentes aspirations, ces différents domaines de vie vont pouvoir être activés énergétiquement par des éléments. Donc, si on prend le cas du bureau, là, je vous ai fait un plan plutôt rectangulaire pour simplifier un peu et pour vous projeter finalement les différentes zones d'aspiration. Et vous voyez les différentes directions aussi cardinales, puisqu'en Feng Shui, il y a plusieurs écoles, mais en tout cas, celle que je vous propose ce soir utilise une boussole, en tout cas, pour repérer le nord et puis disposer les autres orientations.
Et ce sont ces outils qui vont venir ensuite nous aider dans l'agencement et puis la décoration de la pièce. Donc pour le bureau, on a, je vais vous parler des conseils ensuite, mais de manière générale, on a tendance à vouloir mettre au nord tout ce qui va être symbole de protection et de sécurité. Et en feng shui, c'est vraiment renforcé par un animal qui est la tortue. Et cette symbolique, elle va être nourrie en vis-à-vis, au sud, par l'animal qui est le phénix, et qui va venir justement symboliser la clarté mentale, l'ouverture, les perspectives. À l'est, ce sera plutôt le dragon, avec ses symboliques d'inspiration, de créativité, mais aussi de sensibilité. Et à l'ouest, on aura plutôt le tigre, qui sera plutôt symbole de soutien, de puissance, mais aussi de mouvement. Quant au serpent, il sera lié vraiment au bureau, dans sa symbolique d'ancrage et de stabilité. Donc, sur le plan d'à côté, si on retranscrit un petit peu ces préceptes de Feng Shui, voilà ce que ça peut donner. Donc, on a le bureau plutôt centré dans la pièce, mais pas nécessairement. En tout cas, il a une vue dégagée devant, un soutien derrière, et puis du mobilier plutôt de part et d'autre. L'idée, c'est de venir activer à travers la décoration consciente les différents axes énergétiques de la pièce, c'est-à-dire l'axe de l'être qui va relier le nord et le sud. Donc, tout ce qui sera finalement en lien avec notre vision professionnelle, notre mission de vie, ce qu'on a envie d'apporter au monde, les perspectives qu'on a envie de matérialiser. Ensuite, il peut y avoir aussi l'axe du temps qui va relier l'ouest et l'est. Ce sera vraiment en lien avec le fait de prendre soin de soi pour pouvoir vraiment rayonner ensuite dans son métier et puis être vraiment dans les meilleures conditions pour réaliser ses projets, que ce soit ses projets professionnels, mais aussi ses projets de vie. Il y aura aussi l'axe de l'ancrage entre la zone de connaissance et la zone amour. L'idée, c'est vraiment d'avoir une idée assez fine, une connaissance de soi assez fine pour savoir s'aimer soi-même, pour savoir honorer ce qui fait ce que nous sommes, d'honorer ses réussites, d'honorer aussi ses échecs, parce qu'on apprend beaucoup de ses échecs, et de les faire vivre finalement dans notre activité de manière vraiment alignée, de faire un métier qui nous plaît, quelque chose qui va vraiment nous épanouir. Ne pas être seulement dans « je donne de mon temps et de mes compétences aux autres », mais je reçois aussi leur gratitude, leur reconnaissance pour ce que je suis en capacité de leur apporter comme valeur. Et enfin, il y a l'axe de la connexion entre les aides extérieures et l'abondance. C'est vraiment ce lien entre les personnes qui vont être des mentors ou des figures d'inspiration pour nous, d'un côté, et de l'autre, tout ce qui va venir finalement nourrir notre réussite dans le sens avoir des clients réguliers,
avoir une ressource financière suffisante pour subvenir à ses besoins. Et de l'abondance aussi dans tous les domaines de vie finalement, que ce soit de la connaissance, de la reconnaissance et puis de l'harmonie entre ce qu'on vit dans notre domaine personnel et ce qu'on vit dans notre domaine professionnel. Donc pour vous réunir un petit peu les conseils pour agencer votre bureau en conscience, je vous en ai préparé 5. Le premier, c'est de choisir la bonne pièce. Donc ce sera plutôt une pièce aérée, lumineuse, qui idéalement a une vue sur l'extérieur. Et si vous travaillez depuis votre maison, l'idée c'est de choisir un espace qui est vraiment éloigné de l'agitation de la maison, pour ne pas être dérangé, puis pour pouvoir être au calme. Le deuxième conseil, c'est vraiment de choisir le bon emplacement pour votre bureau. En Feng Shui, tout espace, finalement, est traversé par ce qu'on appelle une énergie vitale, c'est le Qi. Et cette énergie, elle traverse toute la maison par les ouvertures, les portes et les fenêtres. Et elle peut être assez puissante lorsqu'on se retrouve finalement entre 2 ouvertures. Donc dans un bureau, on va essayer justement de positionner le bureau de manière à ce que l'énergie puisse circuler librement, mais ne vienne pas stagner dans un coin ou alors heurter un meuble qui serait un peu trop imposant. Donc on se met dans ce qu'on appelle une position de maîtrise, donc avec une vue à la fois sur la porte et la fenêtre, ce qui va venir nous donner ce sentiment de sécurité. Ça évitera d'avoir le cerveau constamment en alerte, à se demander si finalement quelqu'un ne va pas surgir d'un moment à l'autre, ou lorsqu'on est en train de passer un appel important et que quelqu'un ouvre la porte, ça peut être vraiment déstabilisant. Donc là, au moins dans cette position, on a vraiment vue sur ce qui se passe. Et puis, une vue aussi dégagée vers l'avant. Et l'idée, c'est de se mettre dans les meilleures dispositions pour voir les opportunités, avoir des perspectives devant soi. Et donc, si on se met, comme on le fait souvent, par manque de place d'ailleurs, contre un mur, finalement, on peut avoir cette sensation aussi dans sa pratique professionnelle d'être face à un mur, d'avoir constamment des obstacles devant soi, de ne pas réussir à aller de l'avant ou de jamais pouvoir aller au-delà d'une situation qui peut être compliquée. Donc avec cet emplacement, on vient vraiment prendre du recul et voir les choses dans leur globalité. Ensuite, le troisième conseil, c'est de bien choisir son mobilier et ses matériaux. On va essayer de privilégier un bureau avec des angles arrondis, le mobilier aussi d'ailleurs. On peut avoir un sous-main, plutôt en matière naturelle, on peut choisir du liège ou du bois, je sais que ça existe. On évitera tout ce qui va être matière plastique, qui vont pas être vraiment porteuses finalement et qui vont apporter cette pollution finalement énergétique. On peut aussi utiliser un tapis doux, en matière naturelle aussi, qui va venir vraiment englober à la fois le bureau lui-même et puis le fauteuil. L'idée, c'est de vraiment avoir une position d'ancrage et de se sentir vraiment confortablement installé. Avoir aussi une chaise de bureau qui soit avec un dossier haut pour apporter justement, encore une fois, cette stabilité, mais aussi cette protection. Surtout quand finalement, on n'a pas tellement la place de disposer son bureau de cette manière. Si on doit le mettre
dans une autre pièce et qu'on n'a pas une pièce dédiée. L'idée d'avoir le dossier haut, ça va venir justement renforcer ce sentiment de sécurité et donner cette assise, en fait, lorsqu'on travaille. On évite aussi d'avoir une chaise à roulettes, quelque chose qui ne soit pas stable, où finalement il peut toujours y avoir du mouvement, surtout si on pratique une activité qui nous demande de la concentration. Pour le coup, les roulettes, ça ne va pas être vraiment propice à ça. Et on va éviter aussi les matières qui sont transparentes. Être assise sur une chaise qui est transparente, ça ne donne pas vraiment l'impression de reposer sur quelque chose de stable, de se sentir capable de. Et puis en confiance aussi, on est toujours un peu assis dans le vide finalement. C'est pas énergétiquement, c'est pas très agréable. On peut avoir, si on suit les préceptes du Feng Shui, on peut avoir un meuble plutôt haut à gauche et bas à droite pour une question d'équilibre entre yin et yang. Dans le Feng Shui, comme on a vu tout à l'heure, à l'est, on a plutôt le dragon et à l'ouest, le tigre. Le dragon étant plus grand et plus imposant que le tigre, on peut le retransposer de la même manière dans le mobilier. Et on évitera dans ces rangements de multiplier les tiroirs pour éviter justement que l'énergie ne stagne. Ensuite, au niveau du choix des couleurs, eh bien, il faudra plutôt essayer de peser le pour et le contre sur est-ce que mon activité est plutôt dynamique ou plutôt calme. Parce qu'on va venir privilégier plutôt des couleurs chaudes comme le rouge, le orange ou le jaune si on a une activité qui est plutôt dynamique. Si on fait des tournages vidéo, par exemple, si on a des appels fréquents, si on a besoin de se mettre en mouvement. Pour les personnes qui pratiquent plutôt des activités de réflexion ou d'études, on va venir plutôt mettre des couleurs froides ou alors neutres, comme les bleus, les beiges, les gris. On peut avoir des touches de blanc également, mais on va éviter de le mettre en total look, par exemple. Ça peut être à la fois bénéfique dans le sens où on peut le sentir vraiment comme une page blanche qui va venir vraiment favoriser la créativité, mais ça peut aussi être donner un sentiment finalement de vide où on a justement pas d'idée et on ne sait plus par où commencer. En fonction de son tempérament et de son fonctionnement, on va vraiment percevoir la couleur différemment. Donc là, ce sera vraiment à vous de juger finalement quelle couleur vous correspond le mieux. Et puis pour compléter, eh bien, on peut apporter aussi des plantes d'intérieur pour ce côté vert qui nous rappelle le bien-être global, mais aussi la connexion et ses perspectives d'évolution professionnelle. Et enfin, le dernier conseil, c'est de bien choisir ses objets et ses symboliques. On peut par exemple placer un tableau de visualisation face à soi, qui peut venir renforcer finalement sa vision professionnelle ou matérialiser vraiment ses aspirations là où on veut aller. On peut aussi placer des photos de soi avec ses mentors ou des projets dont on est fier, dans la zone plutôt en lien, si on parle Feng Shui, vraiment dans la zone rayonnement. Ou alors même dans la zone aide extérieure. Ça peut être vraiment des soutiens au quotidien. On peut aussi placer, par exemple, ses diplômes ou des images positives de soi dans la zone carrière. C'est des images plutôt favorables et qui nourrissent une bonne image de nous-mêmes, de se sentir capable d'honorer aussi le parcours et toutes les connaissances acquises durant notre vie.
On peut apporter un élément eau aussi pour venir favoriser l'abondance. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à la fois l'abondance des idées, de clientèle, de projets, et un élément aussi symbolique de présence. Ça peut être une bougie, un totem, une pierre. Là, à vous de voir ce qui vous parle. Ça peut être un objet avec lequel vous allez venir poser une intention au moment de vous poser à votre bureau pour vraiment vous ancrer dans ce moment et vous mettre en condition de, là, je vais commencer à travailler. Et qu'est-ce que j'ai envie de réaliser aujourd'hui? Quel message je veux garder finalement à l'intérieur de moi pour me dire que j'aurai réussi cette journée ou que j'aurai accompli mes objectifs. Cette partie-là était un peu longue. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je regarde un petit peu dans le chat. Je n'ai pas l'impression. Ok. Bien, alors je vous parlerai du coup de la dernière partie pour créer un hôtel de bien-être. Donc on l'a vu tout à l'heure avec le bureau. Tout est finalement une question d'intention et de conscience. Et dans l'hôtel de bien-être, ça va être un peu le même principe. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un hôtel de bien-être? Ce n'est pas un objet religieux. C'est vraiment un espace de conscience et un point d'ancrage. Ça va être un repère visuel qui va vous ramener à vous-même chaque fois que votre regard va se poser dessus. C'est aussi une frontière symbolique entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Et finalement, on peut se demander pourquoi on devrait en créer un, et pourquoi ça peut être intéressant de le faire. Eh bien, premièrement, ça permet de s'offrir un espace de lien à soi-même, à sa paix intérieure et à la gratitude de manière générale. C'est vraiment un espace pour venir cultiver son bien-être au quotidien, mais aussi sa lumière intérieure, son pouvoir de manifestation. Ça peut être le moyen de s'accorder un moment pour honorer ses besoins, pour respirer, se déposer, libérer les tensions, mais aussi se réénergétiser positivement. Et enfin, on peut aussi utiliser cet hôtel de bien-être pour venir compléter des pratiques bien-être déjà existantes, mais avec davantage de conscience et d'intention. Je me suis trompée dans ma numérotation. C'était 5 étapes, mais c'est pas grave. Donc, 5 étapes pour créer votre hôtel de bien-être. Donc la première, ça va être de choisir un emplacement. Exactement la même méthodologie finalement qu'un bureau. On va essayer de choisir un lieu qui est calme, qui ne soit pas dans un lieu de passage, mais vraiment tranquille. Si possible, proche d'une source de lumière, ou en tout cas la lumière du jour. Et de choisir un contenant et un meuble pour venir placer cet hôtel. Si vous préférez le mettre à même le sol, c'est tout à fait possible. Vous pouvez utiliser un tapis ou en tout cas un élément au sol qui va venir matérialiser l'espace symboliquement. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de venir nettoyer, d'aérer et de ranger cet espace. On fait vraiment de la place, on est pur et on se débarrasse de toutes les poussières pour venir accueillir cet hôtel. Et on essaie de ne pas utiliser de produits nocifs pour la santé. Si on veut se sentir mieux chez soi, on évite d'utiliser justement tout ce qui va être polluant au niveau de l'air. Ensuite, la troisième étape, ça va être de poser une intention. Donc, on peut prendre quelques instants pour penser à ce dont on a besoin dans le moment
ou alors ce qu'on a envie d'emmener dans sa vie de manière générale. Ça peut être, de la joie au quotidien, un peu plus de calme en soi, de la douceur envers soi-même, du respect de soi-même ou des autres, de l'amour, de la gratitude, ce que vous voulez. Et ensuite de le noter sur un papier et de le placer dans le contenant. La 4e étape, ça va être de venir choisir les éléments symboliques. Donc on peut choisir 2 à 3 éléments qui vont vraiment symboliser l'intention. On peut les choisir parmi les familles d'éléments, donc l'eau, la terre, le feu, l'air, le métal, et on essaye de ne pas dépasser 3 couleurs maximum. L'idée, c'est vraiment de les placer de façon harmonieuse dans le contenant, plutôt en rond ou en triangle, pour favoriser la circulation de l'énergie, du chi. Et enfin, de venir activer l'autel. Donc pour cela, on peut prendre un moment pour s'asseoir face à l'autel qu'on vient de préparer et de prendre une grande inspiration et formuler son intention à haute voix. On peut l'accompagner d'un geste symbolique si on le souhaite. Ça peut être un sourire, la main sur le cœur ou s'incliner. Vraiment essayer de suivre son intuition, de faire ce qui fait sens finalement pour soi. On peut ensuite activer l'élément énergétique de l'autel pour ouvrir vraiment un espace sacré, se mettre en condition pour vraiment se connecter à soi-même. Si on y a placé une bougie par exemple, c'est le moment de l'allumer. On peut aussi faire retentir un son de cloche ou d'un bol tibétain si on en a un. Ça peut être aussi d'allumer une fontaine à eau pour faire circuler cette énergie douce de l'eau. Et puis, pour terminer, je vous ai mis un petit exemple. Dans celui-ci, on a un meuble en bois sur lequel, donc ça peut très bien être une petite console ou un tabouret, hein, sur lequel on a placé donc un plateau rectangulaire et où on a sélectionné maximum les 3 couleurs en question, donc le bleu, le vert et le mauve. Et parmi les éléments choisis, il y a un coquillage donc, et un vase pour l'élément eau. Il y a du bois et une petite statuette lapin pour l'élément bois. Il y a une bougie blanche pour l'élément feu, une fleur violette pour l'élément terre et des galets, des cristaux et un miroir pour l'élément métal. Donc, cette image, elle est vraiment là pour vous donner une idée de comment peut être réalisé finalement votre hôtel de bien-être. Et chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez y revenir, remplacer le petit mot d'intention que vous y avez placé et puis refaire finalement votre rituel en activant d'abord l'élément énergétique et puis de ne pas oublier de l'éteindre aussi à la fin du rituel. Donc si vous voulez bien, je vous propose un petit moment pour venir pratiquer ce rituel de reconnexion à soi. Je vais aller un peu vite. Alors, je vous invite à vous installer confortablement. Je vais laisser le script pour les personnes qui seront en replay si elles veulent pouvoir le mémoriser et puis le pratiquer directement.
Donc je vous laisse vous installer, puis fermez doucement les yeux. Laissez votre respiration s'apaiser sans rien forcer. Vous pouvez inspirer lentement et expirer profondément. Laissez vos épaules descendre, votre mâchoire se détendre, votre front se lisser. Encore une fois, inspirez et expirez. Accueillez le rythme naturel, plus doux et plus calme de votre respiration. Comme si votre souffle vous ouvrait la porte de votre espace intérieur. Portez maintenant votre attention sur les sensations présentes dans votre corps. Les points d'appui, les mouvements, la température. Laissez tout cela cohabiter simplement. À présent, imaginez une lumière verte devant vous. Un vert tendre, symbole d'harmonie, de transformation et de bien-être. Voyez-la se rapprocher, puis glisser en vous comme une caresse apaisante et réconfortante. Elle se diffuse dans votre poitrine et tout doucement dans tout votre corps. Sentez comme votre corps s'harmonise à ces vibrations, comme il s'ouvre et respire encore plus librement. Dans cette douceur, laissez venir un lieu réel, imaginaire, un lieu où vous vous sentez bien. Voyez ses formes, ses couleurs, sa lumière. Recevez l'énergie de ce lieu. Sentez la connexion entre vous. Un peu comme si la nature et vous respiriez ensemble. À présent, prenez une profonde inspiration et en expirant, laissez la gratitude se répandre en vous. Gratitude pour ce moment de pause, pour ce retour à vous-même, pour cette sensation de stabilité et d'apaisement retrouvé. Un objet peut désormais apparaître mentalement devant vous.
un objet simple, familier, un objet qui deviendra le rappel de cet état de bien-être. Observez-le tel qu'il est. Puis, imaginez l'endroit où vous pourrez le déposer dans votre maison, afin qu'il devienne un repère, une boussole douce vers votre intérieur apaisé. Vous pouvez placer une main sur votre cœur ou vous offrir un câlin à vous-même et répéter intérieurement: je m'autorise à habiter ma maison et à m'habiter pleinement, en paix et en harmonie. Laissez ces mots s'ancrer en vous. Respirez tranquillement. Et quand vous serez prêt, vous pourrez revenir ici et maintenant. Bougez doucement les doigts, les orteils. Sentir de nouveau le sol sous vos pieds. Et rouvrir les yeux. Eh bien, j'espère que vous êtes toujours là. Et j'espère aussi que ce petit rituel vous aura fait du bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux y répondre avant de conclure. Eh bien, si vous n'en avez pas, je vous propose d'achever là-dessus. Ce soir, on a vu que la maison est une matière vivante qui reflète notre état physique, psychique et émotionnel. Que nos murs et nos espaces rejouent notre besoin de lien, de sécurité et aussi de limites. Que nos choix esthétiques traduisent notre état d'esprit, nos émotions et notre énergie. Que nos objets révèlent notre identité, mais aussi notre héritage et nos valeurs. Et finalement, la lecture de lieux nous permet de décoder ces messages pour se reconnecter à qui l'on est, à notre histoire, à notre héritage, aussi à nos besoins et à nos aspirations. Et l'intuition nous permet de le décorer en conscience pour créer un espace qui nous ressemble et nous soutient, et pour en faire un allié de transformation et aussi d'alignement. Merci beaucoup pour le compliment. J'ai une voix douce apparemment. Bon, après, il est déjà tard, donc je vais pas tarder. Je vais vous laisser bientôt aller vous coucher. Non, c'est pas ça, c'est que ça m'a fait penser, votre voix me fait penser un petit peu à la sophrologie, puisque je m'intéressais aussi un peu à la sophrologie. Oui. Une voix très calmante, très douce, c'est dans ce sens-là que je dis ça. Oui. J'avais compris, je ne prenais pas.
Mais c'était un peu l'objectif aussi. Donc tant mieux si ça s'est ressenti comme ça. Alors, finalement, je vous pose la question, est-ce que vous seriez prêt pour un voyage encore plus profond à la rencontre de vous-même, mais à travers votre habitat? Eh bien, si la réponse est oui, je vous propose 2 formules d'accompagnement. Le premier que j'appelle, reflet intérieur, qui est plutôt, une consultation en psychologie de l'habitat, qui se déroule en 2 séances d'1 heure et demie en visio. Et l'idée, c'est un peu comme ce soir, de venir faire une lecture de lieu, et de révéler, finalement les liens et aussi les symboliques de votre espace pour mieux comprendre ce qui s'y joue. Je le fais à partir d'un plan et des photos que vous me transmettez par mail. Et puis, je l'analyse de mon côté et lors de la 2e séance, on vient mettre ensemble en relation les symboliques et la lecture avec votre histoire personnelle, les éventuelles, blessures et vos aspirations. Et je vous fournis aussi un récapitulatif avec, des suggestions, décoratives et aussi un plan d'action si vous avez envie, de modifier certaines choses et voir ce que ça peut venir, faire bouger à l'intérieur de vous. Donc cette consultation, elle est au tarif de 120 € et elle est vraiment faite pour ceux qui ont juste envie de mettre un petit pied dans cette, relation un peu plus, consciente avec leur habitat, pour, découvrir un petit peu, voilà, ce qui s'y joue et laisser le temps faire et voir si on a besoin de plus ou pas, si c'est aligné et OK ou pas. S'il y a des choses qui bloquent et dont on a pris conscience et qu'on a envie, d'améliorer et auquel cas, vous avez de l'accompagnement que j'appelle harmonie intérieure, qui là est plutôt un coaching en décoration consciente, donc qui s'effectue en 3 séances, pareil, 1 heure et demie à chaque fois en visio. Donc l'idée, ça va être vraiment de vous connaître un peu mieux pour venir décorer ensuite votre maison en conscience et en faire, cet espace soutenant, ressourçant et aligné. On va venir, retracer votre histoire, vos besoins, ce que vous désirez accomplir dans votre vie. On va venir aussi, bien identifier un peu vos goûts, votre personnalité, vos énergies et aussi vos représentations symboliques. Une fois qu'on aura fait le point, la dernière étape, ça va être de choisir justement ensemble, en conscience, des éléments qui vont être porteurs de sens pour vous et qui pourront, vous soutenir, dans votre maison et dans votre bien-être. Et à la fin, je vous offre, un carnet personnalisé pour, continuer à faire évoluer votre espace à votre rythme. Et puis, vous avez aussi avec cette offre-là, un suivi, par mail et par, message si vous le souhaitez. Je reste disponible pendant, 1 mois après la séance de coaching pour, répondre à vos questions et puis proposer, des ajustements si besoin. Voilà. Ah oui, j'avais aussi un petit mot pour la fin, mais, si quelqu'un a une question ou souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Et allez, je vous lis le petit mot de la fin et puis je vous laisse aller vous coucher. Alors, ce
que j'avais envie de vous faire passer ce soir comme message, c'est que la maison, c'est finalement un espace intime que l'on construit avec le cœur et nos valeurs, et que l'on nourrit avec nos rêves et nos désirs, et que l'on peint à la couleur de nos émotions et au goût de notre vie. C'est un refuge, un foyer, un cocon, où chaque geste réalisé en conscience et posé avec intention peut devenir un acte de transformation, d'alignement et de guérison. Donc j'espère que l'atelier de ce soir vous aura permis de comprendre un petit peu l'approche que j'ai dans mes accompagnements aujourd'hui, et puis peut-être vous donner aussi envie de prolonger l'expérience. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et pour votre attention ce soir. Merci à toi, en tout cas. Je t'en prie. Merci à tous et d'avoir été présents ce soir. Merci pour votre écoute, votre ouverture et votre engagement. Je vous ai mis le lien si vous voulez donc travailler avec Fanny pour pouvoir travailler avec elle. Et donc, vous avez tout qui est repris dessus. Je vois qu'il y a des petits messages. Merci. C'est sympa. Avant que l'on se quitte, je vous rappelle les appels premium. Je vais te laisser enlever. Voilà. Hein, comme ça, je vois tout le monde. C'est mieux. Donc, je vous rappelle les appels premium. Pour ceux qui seront en replay, vous aurez le lien pour Fanny en dessous de la vidéo, ainsi que pour réserver votre appel en premium. Donc, n'oubliez pas, c'est ouvert jusqu'au 18. On commence les cours le 18 à 20h30. Et donc, c'est ouvert jusqu'à 17h le 18 décembre. Il ne reste que 5 places. C'est un tout petit groupe de 12 personnes. On n'ira pas au-delà. C'est vraiment sur un travail sur 6 mois. Vous pouvez cliquer sur le lien et y aller directement. Nous parlerons ensemble, nous verrons si on peut travailler ensemble. C'est vraiment un choix qui va se faire à deux. Je ne vous dis pas que si vous cliquez, vous serez automatiquement pris. C'est un niveau premium, donc c'est un niveau élevé. Et vous serez vraiment en cocooning. Belle soirée à tous. Comme nous le disons à chaque fois chez Maman International, savoir est le point de départ, mais faire et fera toujours la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc mardi prochain, avec Inès Mirales, qui est coach mindset et thérapeute holistique. On est aussi dans l'holistique là, spécialisée dans l'accompagnement des hommes performants. Et elle aide ceux qui veulent passer au niveau supérieur grâce à une approche puissante qui combine neurosciences, spiritualité, mais aussi, et c'est ce qui peut être le plus surprenant, les arts martiaux. C'est un atelier rare, inspirant, transformateur. Je vous y attends nombreuses et nombreux. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à ceux qui seront en replay et à très bientôt. Bisous, bye bye.